notre dernière conférence là, avant les mots de la fin. Là, vous avez vu, Ghislain, que j'ai fait un portrait des méthodes de dépeuplement qu'on a travaillées dans les dernières années. Marilyn, les méthodes d'élimination. Là, on s'est dit, ben, faisons un exercice pour voir comment on peut mettre ça en pratique. Évidemment, c'est un exercice théorique qu'on a fait, mais Ghislain va nous présenter finalement ce qu'on a fait en comité en utilisant des fermes concrètes. Quelle méthode de dépeuplement on utiliserait, quelle méthode d'élimination, puis les impacts les défis que ça pose aussi. Donc, Ghislain. Alors, à la lumière de cette journée, avec les restrictions émises par un site infecté, une des zones qui sont émises autour, tout le travail qui a été fait pour déterminer des méthodes d'élimination, des méthodes de dépeuplement. Donc, on a 3 fermes qui ont été des fermes réelles québécoises qui on a identifiées pour pouvoir appliquer ces méthodes-là, puis voir qu'est-ce que ça pourrait donner avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on va commencer par l'objectif de cet exercice-là. On va décrire l'exercice. Ensuite de ça, on va passer chacun des sites avec ce qui est. On va décrire le site, l'hypothèse qu'on a émise, la méthode de déplacement choisie. Qu'est-ce que ça a donné comme évaluation? Même chose pour l'élimination. Ensuite de ça, on a fait une évaluation des coûts et finalement, on va revoir les conclusions de ça. Alors, premièrement, le but, c'est vraiment de valider l'état de préparation, où on en est rendu maintenant avec toutes les équipes avec lesquelles on travaille, autant au niveau gouvernemental que du secteur. Donc, on veut aussi voir comment nos méthodes peuvent être utilisées, comment elles peuvent être efficaces dans des situations réelles. Puis, tout en respectant évidemment les méthodes qui sont préconisées, comme on vous a présenté au niveau de l'Agence canadienne, mais aussi au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, ces 3 exercices-là, ils vont dans qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui. Donc, c'est dans le cadre de qu'est-ce qu'on vous a présenté. Donc, le plan de dépeuplement, on va vous présenter les simulations théoriques de ces élevages-là, en maternité, en pouponnière, en engraissement. Ensuite de ça, on va vous présenter les méthodes de dépeuplement complet, détaillées, avec les méthodes d'euthanasie choisies, suivies de la méthode d'élimination. On a évalué les équipements, le matériel requis, les ressources humaines qui peuvent être très importantes. Puis ensuite de ça, combien de temps ça pourrait prendre pour faire le dépeuplement et combien de temps qui serait utilisé pour les gens qui seraient soumis. Finalement, avec toute cette information-là, bien, on a pu tirer une estimation des coûts de ces exercices-là. Donc, évidemment, pour faire ce genre de travail-là, ça prend du monde, puis ça prend des expertises qui viennent d'un peu partout. Vous avez ici les 3 femmes qui ont accepté de participer, généreusement, très participatifs. Donc, on les remercie infiniment. Donc, et ensuite, les membres des équipes de dépeuplement et d'élimination de l'EQSP. Encore là, sans ces gens-là, ce genre d'exercice-là n'aura pas la valeur qu'elle a présentement pour nous. Si on commence avec le premier site, la maternité. Donc, c'est un site qui a une capacité d'environ 2000 porcs adultes, 3500 porcelets, répartis sur 6 bâtiments, 2 gestations, 3 mises bob, un bâtiment de cochette, avec 3 quais répartis là, sur le site. Au moment, donc nous, les simulations, c'était tout au mois d'avril, on avait 3 sites qui ont été présumément infectés par la peste porcine africaine. Donc, à ce moment-là, on avait 1300 porcs adultes, 3203 porcelets de 3 et de 19 jours, puisque c'est un site à une bande aux 2 semaines. Donc, on se retrouve avec un site infecté.
au moment de la visite, on a 30 des porcs qui sont non ambulatoires. Ce que ça représente à ce moment-là, environ 300 porcs adultes à éliminer sur place parce qu'ils sont non ambulatoires. Au niveau des porcelets, on a les porcelets de dinosaures, on va faire la même chose, on va les éliminer dans leur parc. Par contre, pour ce qui est des porcelets de 3 jours, étant donné leur poids, bien, ils sont pris avec les porcelets là, qui sont ambulatoires. On a évalué, on a des poids moyens pour chacun des types de porcs à ce moment-là, pour évaluer notre quantité de kilos qui vont être, qu'on va avoir à éliminer. Donc, vous voyez là, au-delà de 400 000 kilos. Donc, la méthode qui est préconisée dans les méthodes que je vous ai présentées tantôt, dans les porcelets, on va préconiser le gazage en boîte de bois. Autant pour les ambulatoires comme non ambulatoires, comme je vous disais, mais par contre, pour les porcelets de 19 jours, étant donné leur grosseur puis la quantité, on décide plutôt de les gazer dans les remorques étanches en aluminium, qui va rendre l'opération beaucoup plus rapide. Puis finalement, pour tout ce qui est non ambulatoire pour les porcelets de 19 jours, bien, on va utiliser les porcelets, les pistolets à tige contondante pneumatique, qui est assez rapide puisqu'on peut réactiver là, rapidement la gâchette sans utiliser de cartouches. Au niveau des porcs adultes, bien, on a premièrement déterminé une séquence de dépeuplement. Enfin, on va prioriser les truies en lactation, en début de lactation, étant donné qu'avec le retrait des porcelets, ça pourrait les ramener des agréments là, au niveau de leur pie. Et ensuite, ça serait suivi par les truies en fin de lactation. Ensuite, pour les truies gestation, Vera et Cochette, au niveau de l'ordre de dépeuplement. Au niveau pour ce qui est tous des animaux adultes ambulatoires, ce serait l'unité mobile d'euthanasie qui serait préconisée. Les animaux seraient chargés directement au quai de la mise bas. Pour les truies et les véras non ambulatoires, bien, on passerait avec le pistolet percuteur à tige pénétrante. Donc, il sera utilisé dans les parcs ou les stalles, puis il sera retiré ensuite à l'extérieur de la porcherie par l'équipe d'élimination. On se rappelle qu'il y en a 300. Donc, si on tomberait à 50-70% non ambulatoire, ça pourrait être assez douloureux. Ensuite de ça, si on regarde au niveau du besoin en personnel, on se retrouve pour faire fonctionner l'unité mobile d'euthanasie, on a besoin de 9 personnes, du chargement à l'électrocution puis aux circulations des porcs. Donc, on a 21 heures d'utilisation pour les 1700 porcs adultes. Puis pour les non-ambulatoires, une équipe de 3 personnes qui ferait les 300 porcs, donc on évalue ça à 12 heures. Donc 160 heures pour ces 12 personnes-là. Pour les porcelets ambulatoires, on a une équipe de 11 personnes. Ça prendrait 9 heures pour euthanasier tous les porcelets ambulatoires. Et les non-ambulatoires, on a une équipe de 2 personnes qui prendrait 3 heures. Donc, on a au total 45 heures pour dépeupler la maternité, plus de 200 heures là, de personnel. Puis donc, si on travaille en parallèle avec toutes les équipes, on a une estime qu'en 3 jours, on aurait dépeuplé la maternité. Au niveau de l'élimination, avec les méthodes qui vous ont été présentées, donc dans ce cas-là, c'est le compostage qui a été choisi, étant donné qu'il y a des terres à proximité. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai un pointeur, je pense là-dessus. Ouais, c'est ça. Ici, on a la maternité. Puis en arrière, il y a une parcelle de terre qui a été choisie pour faire des andins. Donc, les andins, on les voit, c'est la façon dont ils seraient disposés. Au bout de la ligne, on a plus de 400 tonnes métriques à éliminer. Ça ferait plus de 1 km d'andins. On estime 60 camions de ripes et d'écorce de bois. Donc, c'est assez faramineux. Avec 25 personnes qui prendraient plus de 1000 heures pour faire les andins,
Puis ça prendrait une douzaine de jours pour former ces andins-là, mais que ça aurait pris 2 jours pour sortir les cadavres des bâtiments. Donc, qu'est-ce qui est aussi évalué dans ce genre de processus-là, c'est de faire des andins temporaires, parce que 12 jours pour des carcasses à l'extérieur, ça décompose, ça pue, ça fait que c'est... Donc, c'est ça. Donc, on voit que c'est une tâche quand même titanesque. Ensuite de ça, pouponnière, on a un site de 4 bâtiments de 8800 porcelets en capacité. Donc, on a 4 bâtiments sur le site. Il y a 2 bâtiments qui rentrent à un âge, puis 2 autres bâtiments sur un autre âge. Puis il y a des quais de chargement au centre de ces pouponnières-là, avec des corridors centrales. Donc, au moment de l'infection, 8646 porcelets qui ont 6 et 4 semaines d'âge, qu'on évalue à 16 à 24 kilos. À ce moment-là, on a 30 des porcelets qui sont non ambulatoires, encore une fois. Donc, on se retrouve avec 2500 porcelets. Je l'ai fait comme les autres, finalement. Je n'ai pas pu passer à côté. Donc, nos porcelets, 2500 non ambulatoires qu'il va falloir éliminer sur place et 6000 qui sont ambulatoires. Les méthodes utilisées sont le gazage pour la grande majorité des porcelets ambulatoires. Puis, on va prendre les pistolets percuteurs à tige pénétrante à ce moment-là parce qu'ils sont rendus plus gros. Donc, le pistolet à tige contondante n'est pas assez puissant. Donc, on va avoir des gens qui vont utiliser des cartouches qui vont charger les pistolets. Donc, ça va prendre un peu plus de monde à ce moment-là. Donc, on se retrouve avec 5 personnes pour faire le gazage et 6 personnes, donc 2 équipes de 3 personnes pour faire les porcelets non ambulatoires, avec au total 40 heures de dépeuplement, environ 160 heures d'heures travaillées. Encore là, on estime qu'en 3 jours, on a fait les 4 pouponnières, avec encore là les équipes non ambulatoires ou vice-versa qui vont aider les autres équipes. Au niveau de l'élimination, encore une fois, on choisit le compostage parce qu'il y a encore beaucoup de terre à proximité. Donc, on a ici nos 4 pouponnières. Puis, en face, ici, on choisit cette parcelle-là pour aller faire le compostage, qui va se faire juste en face des pouponnières. Donc, pour essayer de limiter, pour profiter de la proximité plutôt. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec 0,3 km. Tantôt, on était à 1,1 km, donc beaucoup moins de cadavres à 170 tonnes métriques. On était au-delà de 400 tantôt. Donc, 18 camions de RIP et d'écorce de bois, comparativement à 60 tantôt. Donc, on est au tiers environ dans toutes les situations. 14 personnes, 300 heures, plus de 300 heures travaillées. Sur 5 jours, on devrait créer ces andins-là, mais encore là, 2 jours pour sortir les cadavres. Donc, c'est la situation pour la pouponnière. En engraissement, donc, on a un site de 1 bâtiment qui est divisé en 5 sections, une capacité de 3400 porcs, qui est gérée en tout plein tout vide. L'entrée se fait habituellement sur un 28 jours. Il y a une possibilité ou une disponibilité d'une salle et d'un kit de chargement qui nous permet de bien utiliser le site pour le chargement. Donc, au moment de l'infection par la PPA, 3264 porcs qui ont 21 semaines d'âge. Donc, à ce moment-là, ils ont 95 kilos. On a moins de porcs non ambulatoires dans cette situation-là. On est plus chanceux, étant donné la grosseur des porcs. Donc, on se retrouve avec environ 500 porcs non ambulatoires sur les 3200. Fait qu'on a, encore une fois, utilisé l'unité mobile d'euthanasie pour amener les porcs à être euthanasiés en électrocution. Puis, on a utilisé les pistolets percuteurs à tige pénétrante pour les porcs non ambulatoires. Donc, on a finalement, encore là, pour l'unité mobile, 9 personnes qui sont mobilisées pour la faire fonctionner. Un 30 heures pour les porcs ambulatoires
Et on a une équipe de 4 personnes pour les ports non ambulatoires. On évalue ça à 11 heures pour un total d'une 40aine d'heures et de plus de 200 heures travaillées là, pour nos 13 personnes qui ont été mobilisées là, à la ferme. Donc, on a encore là estimé qu'en 3 jours, ce site-là aurait été dépeuplé avec un travail en parallèle des équipes. Au niveau de l'élimination, dans ce cas-là, il n'y a pas de terre autour du site. Donc, c'est un site qui est enclavé. Donc, les terres autour, ça ne lui appartient pas. Fait que, à ce moment-là, c'est l'envoi au site d'enfouissement technique, au LET, qui est préconisé. On a quand même 300 tonnes métriques à transporter. Dans l'évaluation des lieux d'enfouissement technique, dans un 150 km autour, il y en avait 4 disponibles. On choisit les 2 plus près. Avec leur accord de recevoir ce tonnage-là. Le transport se fait par l'association que Marilyn vous a nommée, donc l'Association nationale des camionneurs artisans. Donc, c'est possible à ce moment-là. Qu'est-ce qui est important dans ce transport-là? C'est de s'assurer de l'étanchéité, étant donné, entre autres, qu'on a des ports infectés. 11 camions de 3 essieux, un camion de 12 roues qui ferait 3 transports par jour. Puis ça nous prendrait, étant donné que 3 transports par jour, ça prend différentes personnes. Donc, on a 17 postes de travail sur 3 quarts de travail. Donc, quand même, plusieurs personnes devraient être impliquées, camionneurs, pour faire ce transport-là. Donc, on estime à plus de 400 heures travaillées sur le 3 jours qu'on avait de dépeuplement. Donc, les cadavres seraient envoyés aussitôt qu'ils seraient sortis de la porcherie. Donc, si on arrive on a eu les 3 scénarios, si on arrive au niveau des coûts, finalement, on a inclus là-dedans le travail du personnel, le transport, l'hébergement du personnel, puis les équipements et le matériel. Donc, vous voyez qu'au niveau du dépeuplement, on se retrouve avec environ 40 000 $ en maternité en engraissement, puis 25 000 $ en pouponnière. Ce qui fait exploser les coûts, c'est l'élimination. En maternité, avec le tonnage qu'on avait, un 300 000, puis on a la moitié de ça en engraissement, puis encore moins que la moitié pour la pouponnière. Donc, avec des coûts qui se situent au-delà de 300 000 $ en maternité, 80 en pouponnière, puis 200 000 en engraissement. Si on regarde ça de façon, si on répartit ce coût-là par part, donc on voit premièrement que le coût d'élimination est de loin supérieur au coût de dépeuplement. Donc, on parle de 2 à 8 fois le coût. Ensuite de ça, si on regarde le dépeuplement plus précisément, on peut penser que c'est beaucoup plus dispendieux d'avoir dépeuplé l'engraissement. Mais par contre, si on répartit le coût en maternité aux adultes par rapport au porcelet, on s'aperçoit que finalement que le coût de déploiement des adultes est beaucoup plus grand que celui des porcelets, qui se rapproche de ce qu'on a en engraissement. Puis, au niveau de l'élimination, encore là, les coûts d'élimination semblent se ressembler beaucoup pour ce qui est de la maternité et de l'engraissement. Mais quand on sépare les porcs adultes des porcelets, on voit que c'est beaucoup plus dispendieux d'éliminer les porcs adultes. Donc, ce qui se répercute évidemment sur les 2 activités lorsqu'on les additionne ensemble, avec la même proportion avec les adultes par rapport aux porcelets. Fait que, en conclusion, qu'est-ce que ça nous a appris, tout ça? C'est que le dépeuplement, premièrement, le choix de la méthode est très important là, sur la capacité et sur les coûts que ça amène. Pour être capable de rapidement se mettre en œuvre, il faut être capable de mobiliser les gens qui vont nous amener les équipements, les matériaux. Donc, dans notre scénario, c'était disponible, puis ils sont arrivés au site, mais on théorisait que si ce n'était pas le cas, ça pourrait rapidement faire allonger le temps de dépeuplement.
Au niveau des équipes, encore là, la disponibilité de gens formés, ce n'est pas nécessairement toujours évident. Donc, déjà, ça serait un prérequis, mais on sait que ça ne sera pas nécessairement possible. Alors, la possibilité d'avoir des superviseurs, autant pour le dépeuplement à l'intérieur de la porcherie que dans les unités à l'extérieur, serait primordial pour un bon roulement là, et une bonne exécution des travaux. Puis ensuite de ça, bien, il y a toute la coordination entre les équipes. Donc, vous voyez, on aurait des équipes pour les ports ambulatoires, non ambulatoires. Que ça se pourrait que ce ne soit pas aussi bien arrimé que qu'est-ce que théoriquement on a fait. C'est important encore là d'avoir des gens qui coordonnent les activités. Au niveau de l'élimination, donc on a vu que présentement, l'envoi LET est accepté. Le compostage, il y a un gros travail qui se fait, puis que ça pourrait possiblement être fait en situation d'urgence. Maintenant, c'est les deux méthodes qui étaient préconisées pour l'exercice. Maintenant, le choix de l'un par rapport à l'autre, premièrement, il y a la proximité des terres, comme on a vu. S'il n'y a pas de terre, ça nous amène nécessairement vers le LET. Après ça, il y a ce qui était discuté, c'est la présence de culture. Est-ce qu'on veut sacrifier la présence de culture ou non sur le site? Dans notre situation, on pouvait rentrer dans les champs. Mais ce n'est pas nécessairement comme ça tout le temps, comme aujourd'hui, peut-être pas. Donc, la météo, les saisons viendraient aussi influencer sur la capacité d'utiliser le compost. Il y a aussi, en contrepartie, l'été, quand il fait 35 degrés Celsius, c'est avec la décomposition des cadavres qui serait accélérée. C'est pas aussi, le compost pourrait être difficile. Il faudrait vraiment avoir des andins temporaires qui seraient créés et rapidement avec la disponibilité des matières carbonées. Donc, encore là, Marilyn nous a nommé que ça pouvait être un enjeu. Donc, ça aussi, ça pourrait venir influencer le choix. Ensuite de ça, il y a au niveau des LET, est-ce qu'il y a la capacité? Est-ce qu'il y a aussi l'adhésion de ces LET-là à recevoir ce matériel-là? Puis ensuite de ça, il y a aussi, étant donné que on fonctionne avec des sites infectés ou non, donc la mobilisation de ce matériel-là doit être supervisée par l'Agence canadienne. Ça pourrait venir aussi changer la donne. Puis, vous avez vu aussi la quantité de transport que ça demande. Donc là, on a une association qui a accepté de faire ce travail-là. Mais encore là, il faut qu'il y ait la disponibilité des camions, des camionneurs. Tous ces facteurs-là feraient que les choix pourraient évoluer d'un site à l'autre et amener des contraintes. Donc, ça fait le tour. Question? Christian? Non, moi, j'ai mon... Ah, OK. Ah, tu as ton... OK. Ça va? Est-ce que ça va? Non, c'est pas le bon micro qui est... Ça va venir. OK, il dit que oui, là. Vas-y. 1, 2, 2. Ah, Oui. oh. Parfait. Il ne faut pas que je parle trop fort. Ma question, ça peut peut-être taper au début. OK, la simulation ici, est-ce qu'on parle d'un site infecté ou d'un site non infecté? Parce qu'à la fin, en tout cas, tu as mentionné... Infecté, présumément infecté. Un site présumément infecté. Oui, non, mais arrêtez qu'il y aurait un site qui aurait été infecté et qu'on en fait le dépeuplement et l'élimination. OK. Donc, après ça, la question que j'ai, que les LET, est-ce qu'ils acceptent des animaux infectés? Est-ce que l'agence accepte ça? Et l'autre question aussi concomitante que j'ai, c'est si on transporte des animaux infectés dans des camions, je veux bien croire que tous les camions au Québec sont tous étanches, là, ils ne sont peut-être pas. Est-ce qu'on a des mesures de médication pour minimiser l'écoulement peut-être? Sophie. Je suis contente que vous posiez la question. Je peux vous parler d'expérience parce qu'on a eu affaire à envoyer des carcasses infectées pour l'influenza aviaire dans les LET récemment. On était dans le coin de Québec, il y avait, Marilyn, 4 LET, 4 proches. Mais il n'y en a pas un mot à dire qui a accepté nos carcasses.
Puis là, je vous parle de 5 containers qu'on avait besoin d'envoyer. Il n'y en a pas un seul qui a accepté de prendre nos carcasses. On s'est ramassé à 165 km de là pour aller faire enfouir nos carcasses. Donc, c'est beau de parler de 100 000 tonnes dans nos LET, mais quand on arrive pour l'avoir puis d'être en mesure d'aller là, c'est pas aussi facile que ça paraît. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'étanchéité des camions. C'est un calvaire. On utilise... puis c'est pour ça, c'est que j'ai eu, en influenza aviaire présentement, j'ai eu à répondre à ça aussi, parce que là, tout le monde veut envoyer au LET. Hein? Ça semble être tellement plus rapide, plus le fun, puis ça va être vite, puis tout ça. Mais ça vient avec des gros inconvénients. Et un de ceux-là, c'est qu'on utilise habituellement des containers comme ceux qu'on voit pour les bateaux. Là. Fait qu'on utilise ça, puis on doit mettre on dit en anglais un liner. Une bâche. Une doublure. Une doublure à l'intérieur qui va à ce moment-là contenir les carcasses puis le liquide. Fait qu'on utilise des doublures qui sont supposément étanches. Mais si on remplit les carcasses puis qu'on les laisse toute une nuit, le lendemain, ça coule. On a beau mettre de la ripe dans le fond, on a beau inventer de mettre du scellant, ça coule tout le temps. Puis là, on a beau regarder puis de comprendre c'est quoi ce liquide-là qui vient d'où. C'est complexe, mais ça coule tout le temps. Puis évidemment, on ne peut pas envoyer un container s'il coule. Donc, à ce moment-là, ça devient très complexe à gérer. Là, on a utilisé Sanimax. Ça a été vraiment bien pour Sanimax parce que ça, ils sont vraiment faits pour être étanches. Mais ça vient avec d'autres problématiques parce que l'intérieur du camion de Sanimax, s'il n'est pas fait, il y a comme une courbure dedans. Puis là, on essaie de mettre les toiles puis tout ça. Donc, c'est vraiment difficile d'envoyer au LET. Ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Puis c'est pas vrai que la capacité est tout le temps là parce que c'est des compagnies privées. Donc, ils ont le droit de refuser de recevoir nos carcasses. Donc, on a ce problème-là. Bien, merci. Vous avez répondu à toutes mes questions. Ça fait plaisir. Merci, Sophie. Dernière question pour Dan, puisqu'on est pas Sophie, mal. tu peux rester ici parce Oui, que vas-y. j'ai entendu un matin que vous payez, l'Agence canadienne allait payer. Puis là, tu as dit, inquiétez-vous pas. Mais quand que le gouvernement me dit ça m'inquiète plus. Le gouvernement... Puis avec là, les montants que Ghislain a payés, Oui, c'est-tu dans l'ordre? Ça, j'ai failli me lever et dire paniquez pas. Là. Le règlement sur l'indemnisation prévoit de payer tous les frais, puis là, je parle que pour les lieux infectés. Okay? Donc, ça, c'est important, là, que pour les lieux infectés. Le règlement prévoit qu'on paye pour tous les frais reliés à la disposition des animaux. Donc, tous les frais d'abattage, les 40 000 $ que Ghislain va m'envoyer comme facture. Puis après ça, il y a les frais d'élimination des carcasses qui vont être payés, le nettoyage et désinfection du matériel utilisé pour faire l'élimination des carcasses. C'est tout payé par le règlement sur l'indemnisation. Donc, 340 000 pour une maternité, comme l'exemple. Ça sort de le ma chèque est dans la poche. caisse demain, puis c'est comme ça. Sur le bras du roi. On dit que la santé du roi est chancelante. J'espère que ses finances ne suivent pas. Là. OK, donc on est déjà rendu à la fin de la journée. Donc ça a passé vite. Vous avez vu qu'on a travaillé quand même pas mal les dernières années, mais il reste encore beaucoup de travail. C'est pas facile, mais on a quand même progressé pas mal. Puis je pense qu'on doit être fiers de ça, mais on va continuer à travailler pour rendre le plan encore plus ficelé.